Salut tout le monde, ici Marika. Aujourd'hui, je fais une petite capsule pour vous parler de littérature. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques temps, un petit peu plus qu'un an, je crois, Pépé et moi nous étions prêtés à un exercice qui était un top 10 des livres qui nous inspiraient pour le jeu de rôle. Depuis, on a fait aussi une autre vidéo, un discuter entre les dés numéro 33, qui portait sur nos inspirations dans le milieu du cinéma et de la série télé. Et je pense que c'est un peu le propulseur, en fait, de ma vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'en faisant mes recherches, en préparant l'épisode de Discuter entre les dés, je me suis rendu compte qu'en fait, le véritable ancrage de mon inspiration pour du jeu de rôle se trouvait davantage dans le monde des livres. C'est pas trop surprenant, puisque j'ai fait mes études en littérature. Mais tout de même, je pensais vraiment que le monde du cinéma et de la série avait plus d'impact sur ma façon de créer. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Au fil de mes lectures dans les derniers mois, dans les dernières semaines, j'ai voulu me monter un petit top 5 de lectures plus récentes qui m'aidaient justement à créer et qui stimulaient mon imagination. Aujourd'hui, j'ai envie de les partager avec vous. La façon dont je vais procéder pour la vidéo, c'est que je vais lire le résumé que j'ai trouvé sur le site Les Libraires. Donc, ce ne sont pas des résumés qui sont de moi. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu en quoi est-ce que ça m'a justement donné des idées pour le jeu de rôle, pour l'écriture de personnages, d'univers, d'ambiance, de scénarios et d'histoire. Peut-être qu'au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, on verra comment mes lectures vont, j'en ferai une autre. Et sachez que la liste de mes lectures n'est pas nécessairement de la fantasy ou de la science-fiction ou de l'horreur. J'aime vraiment m'inspirer de l'écriture fictive, peu importe de quel genre elle va être. Voilà, vous êtes prêts? Vous vous lancez avec moi dans le monde du livre. Les premiers livres, parce que oui, j'ai triché dès le début, j'ai mis 2 livres ensemble, que sont La ferme des animaux de George Orwell et L'île du docteur Moreau de H.G. Wells. Donc, j'avais déjà parlé, si vous vous en rappelez, dans mon premier top 10 de l'œuvre L'île du docteur Moreau, mais je vais y faire une petite référence seulement. Vous allez comprendre assez vite la raison pour laquelle je me suis permis une petite tricherie. Résumé de La ferme des animaux. Les animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre les totalitarismes en général et la dictature communiste en particulier. L'île du docteur Moreau. Le domaine du docteur Moreau est une île perdue dans les mers du Sud où aborde Edward Prendick, unique survivant d'un naufrage. Prendick s'aperçoit que l'endroit est habité non seulement par le docteur Moreau et son assistant, mais aussi par de bizarres hommes bêtes. Publié en 1896, ce récit fantastique est aussi un conte philosophique. Donc, je vous ai avoué que j'ai triché. D'une part, car j'ai déjà parlé de l'île du docteur Moreau dans mon top 10 littéraire précédent, comme je le mentionnais, et d'autre part, car j'avais dit que ce top de livres en serait un de 5. Mais c'est que j'ai beaucoup de difficultés à penser à ces livres-là l'un sans l'autre, parce que dans le cadre de mon travail d'enseignement, je les enseigne ensemble. C'est que les auteurs ne partageaient pas seulement un patronyme similaire, mais ils avaient également des idées semblables en ce qui concerne l'anthropomorphisme et la rébellion. Mais, puisque dans la vidéo précédente, je parlais davantage de l'animalisme, je vais aujourd'hui plutôt jeter mon dévolu sur la révolution et le jeu de rôle. Comme il s'agit d'un grand classique de la littérature, je crois que je ne vais pas vous surprendre en vous disant que La ferme des animaux, c'est une belle satire de la révolution russe. Je vous invite à faire une petite recherche rapide sur Wikipédia qui va vous permettre d'apprendre assez vite que certains personnages sont carrément des caricatures d'acteurs importants de ce mouvement historique. En fait, ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de vivre en tant que personnage joueuse ou même en tant que DM, qui sait, un renversement de pouvoir, une révolution, une rébellion. Donnez-lui le nom que vous voulez. Évidemment, George Orwell, de par son vécu notamment, parvient à tracer de façon plausible et authentique un soulèvement. Dans ce petit roman de 150 pages, une petite plaquette dans laquelle pourtant on trouve tellement de contenu. Et ça, il parvient à faire, notamment parce que c'est un socialiste très, très important. Mais ce que j'aime surtout, c'est parce qu'il le fait vivre à des animaux. Je peux pas trop m'avancer,
parce qu'en ce moment, il y a plusieurs projets qui sont en branle chez Coup Critique, mais je pense que bientôt, je vais moi-même me prêter au jeu de la Révolution dans une partie en cours. Mais celle-ci ne met pas en scène des animaux. Et j'aime cette idée que des êtres considérés comme inférieurs par beaucoup, je mets des gros guillemets autour de ça, reprennent les rênes de leur vie, de leurs conditions, de leur état. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à un scénario de Mouse Ritter avec une rébellion comme prémisse. J'aurais pu, en fait, parler de plusieurs livres de Werber. D'ailleurs, dans mon premier top 10, il était question des Fourmis, qui est une œuvre importante que je fais lire en classe et de laquelle je m'inspire beaucoup pour le jeu de rôle. Or, ce que je trouve que Orwell met de l'avant, c'est vraiment tout ce qui précède la Révolution. C'est ce qui mène à la Révolution qui est important. On peut penser à la propagande, au conflit entre les deux candidats qui veulent le pouvoir, à la menace, à la prise de pouvoir. Est-ce que c'est fait de façon subtile ou non? Et ces façons de faire pourraient carrément devenir des épisodes en soi ou des parties d'une campagne, là, si ce n'est pas un projet qui est fait pour être enregistré. Je vous invite à vous plonger quelques minutes au-dessus d'une table fictive à laquelle sont attablées les joueuses et les joueurs en train de se déléguer les différentes tâches menant à cette rébellion. Qui sera en charge de la communication? Et ce, peu importe la forme qu'elle prendra, que ce soit de la propagande ou pas. Qui sont les candidats potentiels pour prendre la place au pouvoir, puisqu'on vient de renverser quelqu'un ou un gouvernement? Est-ce qu'on tend plus vers un pouvoir partagé, vers une anarchie? Est-ce que le soulèvement appelle à la violence ou est-ce que plutôt on va avoir une approche pacifique? Et en lien avec tous ces questionnements et cette partie qui pourrait prendre vie, j'ai récemment entendu Pierre-Louis Renaud de la chaîne EtuGame parler du jeu Spire. Je ne suis pas sûre que je le prononce comme il faut. Et ça me semble être tout à fait un système pour le genre d'histoire que j'ai en tête. Mais bon, qui sait ce que me réserve l'avenir? À quand une petite souris militante? La deuxième œuvre de laquelle je voulais vous parler, c'est Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. Je ne suis pas très certaine que je le dis comme il faut. Je n'ai jamais lu une œuvre de cet auteur avant celle-ci. Elle m'a été conseillée par un Instagrammeur qui fait que de la critique littéraire beaucoup. Et il me l'a proposé. Sa page s'appelle Les Lectures hallucinées. Donc, si jamais vous avez envie d'aller voir ça, il parle beaucoup de littérature d'horreur. Donc, voici le résumé. En 2012, 3 jeunes délinquants se réfugient dans une boutique abandonnée pour y passer la nuit. Dans la boîte aux lettres, l'un d'entre eux découvre un courrier écrit 32 ans plus tôt et adressé à l'ancien propriétaire. Il décide d'y répondre. Bientôt, du passé affluent les lettres et les demandes de conseils. En y répondant, le trio change le destin. Ici, c'est l'utilisation du voyage dans le temps qui m'a carrément fascinée. Nous sommes d'accord, là, il existe moult manières d'aborder les parallèles temporels. Or, malgré qu'il y ait de multiples possibilités, je trouve que la redondance est rapidement au rendez-vous dans plusieurs des cas de figure qui me viennent à l'esprit. Pourtant, Higashino offre quelque chose d'assez unique dans Les Miracles du Bazar Namiya, car il va ajouter des liens entre les différents personnages se partageant les fragments du récit. Divulgateur à venir. On va comprendre en fait au fil de notre lecture que les actions des divers protagonistes vont engendrer un impact sur la narrative des autres, et ce, dans l'ordre et dans le désordre de la découverte des lettres par le trio de personnages principaux. Donc, la chronologie va se faire, en fait, à partir des 3 personnages principaux, mais les lettres, elles arrivent de toutes parts. C'est quand même un chaos de toutes parts dans le temps. Car oui, il faut unir à tout ça une partie épistolaire du roman. C'est à travers des lettres de personnes du passé et du présent qu'une grande part de l'histoire se déploie. Et si je ne me trompe pas, il y a même des personnes du futur. Donc, j'imaginerais bien une partie de jeu de rôle d'enquête utilisant ce genre de procédé. Les joueuses et les joueurs doivent se mettre sur la trace d'indices grâce à un échange épistolaire. Et en plus, si on est en présentiel, on peut vraiment utiliser des vraies lettres. Des lettres qui ont l'air justement de venir du passé. On pourrait mettre des indices physiques pour que la lettre ait l'air plus vieille, pour qu'elle ait l'air du futur. Ça pourrait être numérique. On pourrait déchirer des bouts. Donc, j'imagine vraiment bien ça. Mais
au cours de l'investigation, il finirait par comprendre que les correspondants n'écrivent pas à la même époque. Fait que je pense que ce serait un scénario qui pourrait être assez original, surtout si certains témoins, donc des personnages non-joueurs, sont dans le présent. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait donner du fil à retordre à bien de bons détectives de la fiction. La troisième œuvre, et non la moindre, Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. Ah, mon cœur pour Michael McDowell. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le googler maintenant. Résumé. An de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge James Starwold a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Edward, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. J'ai nommé vraiment beaucoup de personnages masculins dans ce résumé, mais sachez que McDowell écrit des personnages féminins. Donc, McDowell a ce don pour disséquer la psychologie des personnages qu'il met en scène. Il m'avait déjà ébloui de ce talent dans la série Blackwater, mais il amène le tout à un niveau vraiment supérieur dans Les Aiguilles d'or. Les Aiguilles d'or, c'est pas du tout un roman qui correspond au genre du fantastique, de l'horreur ou de la science-fiction. Chez cet auteur, la puissance de la narrative, elle repose sur les relations familiale conflictuelle. Et c'est en peignant un portrait précis et achevé de ses héros, parce que ce ne sont pas vraiment des héros, qu'il parvient à un résultat aussi abouti. En bref, là, les piliers romanesques de McDowell, ce sont les individus qui figurent dans ses récits. Et comme j'aimerais être en mesure de m'inspirer de sa façon de faire pour créer mes personnages joueurs et non-joueurs dans mes parties de jeux de rôle, qu'en seulement quelques lignes, on puisse visualiser qui elles sont, quelles sont leurs intentions et surtout de quelle façon elles abordent leur relation avec l'autre. Selon moi, cette acuité facilite la mise en œuvre du scénario qu'on tente d'exposer à nos joueuses et à nos joueurs. Évidemment qu'il y a la présentation de l'univers, de l'ambiance, mais je suis de celles qui se laissent plus facilement charmer, emporter par la complexité des êtres. Et si vous avez écouté le discuter entre les dés de 33, vous m'avez entendu dire ça parce que c'est la même chose, c'est la même accroche que j'ai dans le monde du cinéma et de la série. Pour moi, les personnages, ils participent activement à l'authenticité des lieux, à la véracité de l'intrigue et tout ça. Ils peuvent en être vraiment le point d'ancrage. Et plus spécifiquement, dans le cas de ce roman, l'idée de deux familles qui s'opposent de par leur classe sociale m'apparaît comme une excellente prémisse pour un scénario de jeu de rôle. Imaginez que les participantes et les participants de la partie soient divisés dans les deux maisonnées et qu'elles s'affrontent pour le pouvoir, le territoire, la réputation et bien d'autres choses dans une lutte sans merci pour la survie de leur descendance. Ça m'apparaît assez prometteur et surtout une bataille très alléchante à regarder se déployer et se déchirer. Quatrième roman, et là je retombe dans les classiques, Frankenstein de Mary Shelley. Oui, je n'avais pas lu ce classique avant l'été 2023. Résumé. Le savant Frankenstein donne vie à un être constitué de morceaux de cadavres. À la vue de cette créature immonde, il l'abandonne à son sort, mais celle-ci entreprend de se venger de son géniteur ainsi que de la société qui l'a persécuté. Bon, nul besoin de vous résumer plus longtemps ce classique de la littérature gothico-fantastique d'horreur. Cette relation qui unit le docteur Frankenstein à sa création est ce que de plus fascinant dans l'œuvre de la jeune Shelley, à mon avis. Il est difficile, voire impossible, selon moi, pour la lectrice ou le lecteur de se positionner dans un camp ou dans l'autre. Chacun des personnages a des raisons valables et valides de vivre les émotions qu'ils vivent, et que ce soit la colère, la tristesse, une envie de vengeance ou une immense culpabilité. Car oui, ce roman promet une montagne russe de sentiments, autant pour les protagonistes que pour celles et ceux qui se donnent le temps de le lire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le roman m'a vraiment interpellée en ce qui a trait au jeu de rôle. Je vois vraiment se déployer une partie avec deux personnes seulement. Un maître de jeu et une joueuse ou un joueur qui reprendraient une dynamique similaire. Le DM incarnerait le créateur et la joueuse ou le joueur, la créature. Je pense que l'inverse pourrait être possible aussi, mais que ça compliquerait un peu le tout. Je visualise le scénario comme une course-poursuite à l'image de ce qui se passe dans le roman. La créature est en fuite, le créateur veut la retrouver.
Mais là, beaucoup de choses après peuvent exploser. Quelles sont les intentions de l'un et de l'autre? Car à ce niveau, on peut s'éloigner, on peut se différencier de ce que propose Shelley, on peut aussi rester dans la même voie. Qui sont les malheureux qui seront mis sur leur chemin? Donc, est-ce qu'ils vont être alliés avec la créature, avec le créateur, avec les deux? Qui sait? Est-ce que le meurtre est la seule porte de sortie pour l'un et pour l'autre? Qu'est-ce qui a amené le créateur à donner vie à une telle abomination? Et elle, est-ce qu'elle est au courant des raisons de son existence? Et c'est dans le jeu, dans les choix, dans les dialogues, dans les lancers de dés que les deux participants vont pouvoir tenter de répondre à toutes ces interrogations. Et je crois qu'en faisant un scénario de la sorte, on redonnerait un peu les lettres de noblesse à l'œuvre de Shelley, mais aussi à la part d'humanité de la pauvre bête créée par le Dr. Frankenstein. Et finalement, je termine avec mon réel coup de cœur depuis le début de l'année 2024, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Je vous lis le résumé. Un père et son fils traversent l'Argentine, dévastés par la mort de la femme et de la mère qu'ils aimaient, pour en affronter l'héritage terrifiant. Liés malgré eux à une société secrète, séculaire, comme étant l'indescriptible dans leur quête de la vie éternelle, Juan et Gaspard tentent de distancier leur destin. Mais échappe-t-on à la fatalité et à quel prix? Quelle révélation! Le résumé, il n'en dit pas beaucoup pour ce livre de 800 pages, une véritable brique. Contrairement à Pépé, je ne baigne pas d'emblée dans le genre de l'horreur, mais avec ce roman d'Enriquez, j'y suis plongée très profondément. Le monde des esprits m'a toujours effrayée, mais attirée à la fois. Et si j'avais à animer un scénario horrifique, j'emprunterais cette avenue assurément. Cette dualité des sentiments est grandement suscitée dans la façon dont l'autrice aborde la thématique des incarnations occultes. Et la force majeure de l'œuvre réside incontestablement dans le fait que Mariana Enriquez relie la part de paranormal à un spiritisme ancré dans la culture et les mœurs de l'Argentine. Donc, on va vraiment y retrouver du folklore argentin, tel que le temple de la Scène de la Muerte, qui fait véritablement partie des croyances des tribus Guarani. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais voilà. Faites vos recherches. Vous pouvez aussi me gorger. Entre sociétés secrètes de médiums et dons magiques familiaux, on en apprend plus sur le contexte social et politique du pays et sur des faits historiques. Cela va donc laisser place à des scènes de violence décrites avec une précision aiguisée, donnant à voir des images qui, je vais vous l'avouer, ne m'ont pas quitté depuis. J'en fais parfois des cauchemars. Donc, on va y retrouver de la noirceur, de la cruauté, de la souffrance dans la maladie, des sacrifices humains pour une entité assoiffée de sang. Oui, tout ça va dégénérer. Et tout cela va s'ancrer dans le réel de par l'aspect historique de l'autre penchant du récit. Ça va vraiment être une valse entre le côté plus occulte, plus surnaturel et des événements qui sont vraiment ancrés dans un contexte historique précis et réel. À mon avis, c'est ça qui rend en fait tout plus terrifiant. Et c'est ce qui me permet d'accrocher à certaines parties d'horreur lorsqu'il y a cette hésitation entre ce qui est vrai ou faux. D'ailleurs, dès que l'histoire va s'ancrer dans un événement historique ou qu'il y a des références à des faits réels, j'ai un intérêt plus prononcé pour le scénario auquel je me prête ou que j'écoute en tant qu'auditrice de jeux de rôle. Je vais finir en parlant de l'autre lieu, évoqué dans l'univers de Notre part de nuit. Lorsqu'il est question du monde des esprits, il est souvent également question de lieux parallèles, de ces endroits proches et loin à la fois, de ces parcelles d'espace que certains, les élus, parviennent à ouvrir, à visiter, à découvrir et à utiliser à leur fin, comme c'est le cas pour Juan et Gaspard. Ce lieu est gouverné par un dieu carnassier qu'on nomme l'obscurité. Et ce qu'on y retrouve est effrayant à un point inégalé, je vous le jure. Il y a cette récurrence de membres coupés, il y a des corps pendus comme si c'était une vallée peinte d'arbres et de vallons à perte de vue. C'est vraiment un paysage difficile à décrire, mais à la fois si terrifiant de par justement sa part d'inconnu. Bref, c'est tout ce dont se nourrit la bête. Mais je n'en dirai pas plus parce que j'ai quand même envie de piquer votre curiosité. Je vous laisse seulement vous imaginer la scène avec des joueuses et des joueurs visitant ce genre d'endroit en pleine partie, ouvrant la porte d'une vraie maison, mais découvrant de l'autre côté quelque chose d'aussi irréel, ne comprenant pas trop ce qu'il représente et surtout
ce qu'ils y risquent. Ah, Mariana Enriquez. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle a écrit aussi un recueil de nouvelles, puis il me semble que le recueil de nouvelles est aussi un recueil d'horreur. Donc, ça risque d'être une de mes lectures de 2024, qui sait. Et peut-être qu'elle fera partie de ma prochaine vidéo, car j'ai envie de continuer. La littérature, ça m'habite. J'ai envie d'en parler avec vous. Donc, vraiment, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire. Je veux que ça soit un échange entre vous et moi. Donc, qu'est-ce que vous lisez qui vous inspire? Est-ce que vous avez lu certaines des œuvres que j'ai mentionnées? Est-ce que ça vous a donné le goût de les lire? Et qui sait, peut-être que justement, dans ma prochaine vidéo top 5 d'au fil de mes lectures, il y aura une de vos propositions. J'attends juste ça, même si ma palle ne descend jamais. C'est un beau problème d'avoir trop de lecture. Si seulement je pouvais toujours lire, ou encore mieux, depuis que je suis jeune, je dis être payé pour lire, ce serait si magique. Mais d'ici là, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, sur notre page YouTube, sur notre page Facebook, à cliquer sur la cloche pour savoir ce qui s'en vient. Et si jamais vous avez encore des petits sous dans vos poches parce que vous n'avez pas encore tout dépensé en librairie, je vous invite à nous soutenir sur Patreon, où vous allez pouvoir avoir des vidéos en avance et aussi quelques exclusivités. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture, puis on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois. À bientôt tout le monde!